Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième rendez-vous de l'actu de l'année 2024. Je suis Mona Père et avec mon collègue Martin Babinet, nous allons aujourd'hui aborder le sujet suivant. Faut-il faire évoluer les droits conjugaux et familiaux de retraite ? Alors nous allons commencer par une rapide mise en contexte. Pourquoi ce sujet, pourquoi cette question est-elle autant d'actualité ? Eh bien, le 23 mai 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a saisi le Conseil d'orientation des retraites, que nous appellerons désormais le COR, pour mener à bien une réflexion sur une évolution des droits familiaux et conjugaux. Alors si le rapport final est attendu pour octobre 2024, le COR en a déjà livré les deux premières étapes. Un état des lieux des dispositifs existants en octobre 2023 et un ensemble de leviers pour faire évoluer ces droits en février 2024. Alors avant d'évoquer ces rapports, définissons les termes. Les droits familiaux de retraite sont des mécanismes de solidarité qui visent à corriger les inégalités face à la retraite causées par la naissance et l'éducation des enfants. Ils consistent en avantages accordés sous certaines conditions, principalement sous forme de majoration de pension ou de trimestres supplémentaires aux personnes, donc aux femmes particulièrement, qui ont élevé des enfants et qui, de ce fait, peuvent avoir été désavantagées dans leur carrière professionnelle et donc pour leur retraite. Les droits conjugaux de retraite, quant à eux, recouvrent l'ensemble des droits dérivés que peuvent revendiquer les ayants droit de l'assuré décédé. Ils consistent principalement en des systèmes de reversion, c'est-à-dire le fait de reverser sous certaines conditions une fraction de la pension du conjoint décédé aux survivants du couple. Le sujet des droits conjugaux et familiaux de retraite, du fait de son positionnement au croisement des politiques familiales et des politiques de retraite, est donc un sujet multidimensionnel et qui revêt une architecture qui est complexe. Ces droits ont donc récemment été l'objet de multiples rapports. On peut noter à ce titre le rapport de Bertrand Fragonard, qui est le président du HCFEA, au sujet de la situation des personnes divorcées et veuves, prestations compensatoires, partage des droits et réversion de 2020. On peut également mentionner le rapport sur l'application des LFSS de la Cour des comptes. D'abord celui d'octobre 2022, dont le chapitre 7 s'intitule « Les droits familiaux de retraite, des dispositifs à simplifier et à harmoniser ». Et plus récemment, celui de 2023, le chapitre 9 concerne la retraite des femmes et des hommes, une réduction des écarts à poursuivre. Ces rapports soulignent tous le bien fondé de ces dispositifs, mais également la nécessité de les réformer. Sur un aspect plus politique, enfin, le sujet du réarmement démographique a récemment été porté par le chef de l'État et il constitue également un nouveau point d'appui pour une potentielle réforme de ces droits. En effet, au-delà de leur aspect compensateur des inégalités hommes-femmes, ces droits sont également un outil qui peut inciter à la natalité. Cela nous amène donc à notre problématique. Quels sont les leviers mobilisables pour que les droits conjugaux et familiaux de retraite atteignent leurs objectifs ? Nous verrons que si les droits familiaux et conjugaux de retraite constituent une réponse à la symétrie des rôles sociaux dans le système de retraite, ils présentent cependant certaines limites qui appellent donc à plus de cohérence et surtout à une meilleure prise en compte des réalités socio-économiques. Martin, est-ce que tu pourrais nous dresser un état des lieux de ces dispositifs ? Tout à fait. Donc, dans le cadre de notre première partie, nous allons voir que les droits conjugaux et familiaux de retraite sont une pluralité de dispositifs qui agissent sur différents leviers des droits à la retraite. Alors les droits familiaux de retraite, on l'a vu, visent à compenser les effets de la parentalité sur la carrière et les conséquences sur les pensions. On va distinguer trois dispositifs principaux. Premièrement, la majoration de durée d'assurance pour enfants, le MDA. Il s'agit de trimestres d'assurance supplémentaires qui sont attribués aux parents de façon forfaitaire, sans condition d'interruption ou de réduction d'activité, ni de nombre d'enfants au moment de la liquidation de la pension. Concernant le régime général, il accorde 4 trimestres au titre de la maternité et 4 trimestres au titre de l'éducation. Deuxième dispositif, majoration de pension pour les parents d'au moins 3 enfants, le MPE. Il s'agit d'un avantage accordé aux assurés, hommes ou femmes, qui ont eu 3 enfants ou plus. Cette majoration consiste en une augmentation du montant de leur pension au moment de la retraite. Donc le régime général accorde une majoration de 10% de la pension. Troisième dispositif familial, l'assurance vieillesse pour les parents au foyer, qui concerne les personnes qui ne travaillent pas ou qui réduisent leur activité professionnelle pour élever les enfants, ou bien s'occuper d'un enfant ou d'un parent handicapé. Pour ces personnes, les périodes d'inactivité professionnelle sont alors considérées et assimilées comme des périodes d'activité. Elles accumulent des droits sans payer de cotisations. Les droits conjugaux, quant à eux, sont des mécanismes qui permettent d'assurer une solidarité financière au sein des couples mariés, solidarité, nous l'avons vu, permise par les droits dérivés. Le dispositif principal, c'est les pensions de réversion, qui correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé. Elle est versée, si certaines conditions sont remplies, à l'époux, survivant, et aux orphelins, si le défunt était fonctionnaire.
le régime général accorde un taux de réversion de 54%. Alors concernant les acteurs et les volumes financiers, à l'exception de la MDA qui reste à la charge de la branche vieillesse, la CNAV, donc Caisse nationale d'assurance vieillesse, et la MSA, le régime de base agricole, bénéficient d'un financement de la branche famille via la CNAF, Caisse nationale d'allocation familiale. Abordons maintenant les volumes financiers. Concernant les droits conjugaux, en 2022, les pensions de réversion représentent 1,4% du PIB, soit environ 10% de l'ensemble des prestations retraite, et sont versées à 4,4 millions de personnes, soit environ un quart des retraités. Mais les dispositifs de solidarité familiaux jouent également un rôle important dans notre système de retraite. En 2022, sur 312 milliards d'euros de pensions de droit direct versées par l'ensemble des régimes obligatoires, près de 26 milliards d'euros, soit 8%, étaient liés aux droits familiaux de retraite, selon les estimations du COR. Les plus gros montants financiers, on peut le voir, sont consacrés notamment aux majorations de durée d'assurance et aux majorations de pension. Après ce panorama des droits familiaux et conjugaux de retraite, Mona, est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer quels en étaient les objectifs initiaux et surtout, est-ce que ces dispositifs ont déjà évolué ? Oui, Martin. Initialement créés pour corriger l'impact des inégalités hommes-femmes dans le système de retraite, ces droits remplissent aujourd'hui des objectifs qui sont complémentaires. Pour poser un cadre contextuel, les droits familiaux et conjugaux de retraite ont émergé à un moment où les femmes participent peu au marché du travail et où le modèle familial repose principalement sur l'institution du mariage et sur le fait d'avoir des enfants. En 1945, l'instauration du régime général porte la création officielle des droits familiaux et conjugaux de retraite. Ils doivent permettre un soutien de la natalité et ils constituent également un outil de solidarité financière entre les époux. La majoration de pension pour enfants est à ce titre le premier système de bonification pour enfants et il permet une redistribution horizontale vers les familles nombreuses. Du côté des conjoints, le régime général instaure également la pension de réversion pour les couples mariés. À partir des années 1970 naît l'ambition de donner des droits propres aux mères de famille. Et c'est en ce sens que sont créés les MDA et l'AVPF, l'assurance vieillesse des parents au foyer. Et il s'agit ici de remédier aux faibles cotisations des femmes, et ce pour diminuer les inégalités de pension qui peuvent exister entre hommes et femmes. Ce sont des droits qui sont un moyen de valoriser le rôle de mère au foyer et ainsi de rétribuer son utilité sociale. En parallèle, la loi de 1978 ouvre la réversion aux ex-conjoints qui sont donc divorcés et non remariés. Et cette réversion est ici considérée comme un acquis du mariage et suit une logique qui est patrimoniale. Les années 70 marquent également le moment de l'élargissement du périmètre de ces droits et leur recentrage sur de nouveaux objectifs. Les MDA, à ce titre, s'ouvrent aux femmes dès le premier enfant, puis aux hommes avec la décision Grezmar de la Cour de justice des communautés européennes en 2020. La VPF, quant à elle, voit son périmètre étendu à de nouvelles catégories de population. D'abord les femmes qui assurent la charge d'un enfant ou d'un parent handicapé, puis les hommes, puis les assurés qui exercent une activité professionnelle. Par ailleurs, de nouveaux objectifs sont associés à ces droits au gré des différentes réformes de retraite. La réforme de 2003 prévoit à ce titre qu'ils doivent permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Et la réforme de 2014 prévoit qu'ils doivent permettre de mieux compenser les interruptions de carrière du fait de l'éducation et de l'éducation des jeunes enfants. Donc, si des objectifs sont assignés à ces droits conjugaux et familiaux de retraite, il s'agit également de pouvoir faire le bilan de leur efficacité. Et c'est ce que propose la DREES à travers son modèle de microsimulation trajectoire. Il permet ici de dresser des scénarios contrefactuels et donc de simuler les droits à pension avec ou sans ces dispositifs. On peut voir alors pour chaque génération quelle part de la pension totale provient de ces droits familiaux. Avec des chiffres à l'appui, on observe donc qu'en l'absence de ces droits familiaux, une partie des assurés, et principalement des femmes, se voient retirer des trimestres. Leur âge d'atteinte du taux plein et puis donc leur âge de départ à la retraite serait donc plus tardif. On observe aussi que les droits familiaux sont redistributifs car ils bénéficient davantage aux personnes qui ont des faibles revenus. Cependant, ils ne contribuent qu'en partie à réduire les inégalités hommes-femmes, puisqu'ils bénéficient certes davantage aux femmes qui ont davantage de carrières hachées et donc des pensions moindres, mais ils agissent principalement sur le nombre de trimestres et moins sur le niveau de pension finale. Au total, les droits familiaux ont un effet tangible. On voit que l'écart de pension entre les femmes sans enfants et les mères de 3 enfants passe en moyenne de 43% à 24%. En matière de droits conjugaux, cette fois, la réversion contribue également à réduire les écarts de pension. La pension moyenne passe entre femmes et hommes de 42% à 29% sous l'effet des pensions de réversion.
Fort de ce constat de l'utilité de ces dispositifs, le corps a récemment rappelé leurs 3 grands objectifs. D'abord, la compensation des effets des enfants et de la maternité sur les carrières. Ensuite, la distribution horizontale vers les familles avec enfants, principalement les familles nombreuses. Et c'est ici aussi un dispositif d'encouragement à la natalité. Et enfin, la redistribution verticale vers les bas revenus. À ce titre, la réforme des retraites du 14 avril 2023 est également venue amender certains dispositifs. Par exemple, l'article 11, pour augmenter le montant des pensions, introduit une surcote de pension pour certains bénéficiaires des MDA. Pour mieux prendre en compte également les enjeux liés au handicap et à l'autonomie, l'article 25 prévoit la création d'un nouveau dispositif, l'AVA, l'assurance vieillesse des aidants, à destination des proches aidants, et qui est adossé à la VPF. Au final, Martin, est-ce qu'on peut dire que ces évolutions ont été suffisantes ? Justement, Mona, malgré les évolutions récentes et les nouveaux objectifs qui leur sont assignés, ces dispositifs présentent certaines limites qu'il conviendrait de surmonter. Et nous allons voir dans le cadre donc, de notre deuxième partie que les droits conjugaux et familiaux de retraite constituent un système complexe qui ne résorbe pas toutes les inégalités de carrière entre hommes et femmes et qui n'anticipe pas suffisamment les évolutions de la cellule familiale. Alors la Cour des comptes, dans son rapport d'octobre 2022, a appelé à une simplification des dispositifs familiaux de retraite. Il ressort de son analyse que les règles relatives aux droits familiaux de retraite ne sont pas lisibles pour leurs bénéficiaires, qu'ils ne sont pas simples en gestion et pas harmonisés entre les régimes. En conséquence, ils ne sont pas capables de garantir une égalité de traitement entre les assurés. Un premier facteur de complexité tient à certains dispositifs eux-mêmes. Prenons l'exemple de la VPF, dont l'éligibilité est à la fois soumise à une condition de ressources des ménages, au fait de toucher certaines prestations familiales qui ont elles-mêmes des barèmes complexes, et dans certains cas, à une interruption d'activité. On peut également évoquer le cas des pensions de réversion dont l'attribution est complexe en cas de divorce et de remariage. Un second facteur de complexité tient aux règles différentes entre les régimes qui ont des impacts inégaux sur les bénéficiaires. Prenons, si vous le voulez bien, l'exemple d'Huguette. Huguette, mère de 4 enfants, qui a été salariée du privé pendant 10 ans et qui est devenue fonctionnaire à ses 45 ans. Concernant la majoration de durée d'assurance, au régime général, Huguette aurait bénéficié de 4 trimestres au titre de la maternité et potentiellement de 4 trimestres au titre de l'éducation par enfant, soit 32 trimestres au total. Mais Huguette, en devenant fonctionnaire, remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite de l'État, donc le SRE, Service des retraites de l'État. Il est compétent pour l'attribution des MDA. Dès lors, elle bénéficiera de 8 trimestres de MDA, 2 trimestres par enfant, conformément aux règles du régime de la fonction publique. Ainsi, le régime spécial est toujours prioritaire pour l'attribution des MDA et peu importe le régime d'attribution lorsqu'elle a eu ou élevé ses enfants. On voit ici qu'en matière de majoration de durée d'assurance, le régime spécial des fonctionnaires, celui dont dépend Huguette, est donc moins avantageux que le régime général. Tout à fait, Mona, mais n'oublions pas qu'Huguette a eu 4 enfants. Elle est donc éligible au dispositif de majoration de pension pour enfants. Au régime général, Huguette aurait bénéficié d'une majoration de pension de 10%, applicable à partir de 3 enfants. Mais Huguette, en devenant fonctionnaire, étant donc affiliée au SRE, elle pourra recevoir une pension de 10% applicable à partir de 3 enfants et de 5% supplémentaires au titre de son 4e enfant, soit 15% au total. Et donc on voit ici qu'en matière de majoration de pension pour enfants, le régime spécial, donc celui dont dépend Huguette, est plus avantageux cette fois-ci que le régime général. Absolument. Donc après avoir pointé finalement des problèmes de lisibilité, voire des inégalités entre les régimes pour les droits familiaux et conjugaux de retraite, la deuxième limite est que ceux-ci ne prennent pas forcément en compte toutes les évolutions du marché du travail et de la cellule familiale. Concernant le marché du travail, on a pu constater, bien entendu, une augmentation significative du taux d'activité des femmes depuis les années 70. Le taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans était de 54% en 1975. En 2022, il s'établit à 71%. Mais cette augmentation du taux d'activité est toutefois en trompe-l'œil. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'intéresse au taux d'emploi, les mères sont moins souvent en emploi. La participation des femmes au marché du travail dépend beaucoup du nombre de leurs enfants et de l'âge de leurs enfants. En 2022, le taux d'emploi moyen des femmes et des hommes sans enfants sont très proches, environ 81%. Mais avec un enfant, le taux d'emploi des femmes va diminuer légèrement et celui des hommes augmenter légèrement. Mais avec 3 enfants, le taux d'emploi des femmes baisse très fortement à 59% contre 88% pour les hommes. Qui plus est,
c'est ce que nous montre ce tableau, les femmes ont davantage recours au travail à temps partiel. En 2022, les femmes qui travaillent sont 3 fois plus souvent à temps partiel que les hommes, 26% contre 8%. 14% des femmes en couple sans enfants sont à temps partiel, contre 46% des mères en couple avec 3 enfants ou plus. Et pourquoi ces inégalités? Eh bien, c'est parce que très souvent, ce sont les femmes qui ont la charge de la parentalité dans le couple. Et on constate par conséquent des écarts significatifs de salaire. Les femmes gagnent 24% de moins que les hommes en moyenne. Et ces écarts significatifs de salaire, ils se traduisent par des écarts significatifs de pension. Le montant de pension des femmes reste inférieur de 28% à celui des hommes, à 1 401 € en moyenne contre 1 955 € en moyenne. Il y a également les évolutions de la cellule familiale. On constate depuis les années 70 une perte de la centralité du mariage. La situation conjugale, de fait, se distingue de plus en plus souvent du statut légal. Le mariage, qui reste néanmoins le seul qui est associé à des droits conjugaux en termes de retraite. Concernant les enfants, ils naissent également de plus en plus hors mariage. Quelques chiffres. En 2020, parmi l'ensemble des couples français qui cohabitent, 72% sont mariés, 10% sont pacsés et 18% vivent en union libre. Ainsi, c'est plus d'un quart des couples qui sont pacsés ou en union libre et donc non couverts par les droits conjugaux. Qui plus est, l'accroissement du nombre de divorces depuis les années 70 a un impact significatif sur les bénéficiaires des pensions de reversion. On est passé environ de 50 000 divorces annuels à 120 000 aujourd'hui, depuis les années 80. Or, la personne divorcée a encore des droits sur les pensions de son ex-conjoint si celui-ci ne s'est pas remarié. Alors Mona, après avoir pointé toutes ces limites, quelles pistes peut-on envisager ? Ce qu'on peut dire, c'est que la réforme des droits familiaux et conjugaux de retraite est nécessaire. Et elle doit, à ce titre, s'engager selon 3 axes principaux. D'abord, une simplification des dispositifs, puis une harmonisation entre les régimes, et enfin, une adaptation plus réactive aux changements sociétaux. Dans cette partie, et pour plus de clarté du propos, nous avons fait le choix d'identifier 3 ambitions clés, celles que je viens de citer, autour desquelles nous allons articuler des leviers d'action. Et parmi ces 3 ambitions, nous citerons pour chaque prestation la piste d'évolution qui nous semblait la plus pertinente. Une première ambition serait donc de simplifier les dispositifs. En matière de pension de réversion, la difficulté de lisibilité des dispositifs en cas de divorce ou de remariage pourrait être surmontée en proratisant par exemple systématiquement les droits à réversion selon la durée du mariage. Cela permettrait aux organismes de sécurité sociale de réaliser des économies. Et c'est vrai qu'on trouve déjà des pistes, similaires d'évolution dans d'autres pays européens. C'est notamment le cas sur le modèle de splitting qui est à l'œuvre au Royaume-Uni ou en Allemagne, où en gros sont constitués tout au long du mariage des droits qui sont ensuite également répartis lors de la séparation des conjoints. Concernant la VPF cette fois, il existe également une décorrélation entre son ambition, qui est donc un dispositif qui est censé compenser les interruptions d'activité liées aux enfants, et la réalité, puisqu'un bénéficiaire peut actuellement cumuler la VPF avec une activité professionnelle. Les prestations qui ouvrent droit à la VPF ne sont en effet pas toutes attribuées selon cette condition de réduction ou d'interruption d'activité. Pour rendre plus cohérente cette prestation, on pourrait donc envisager par exemple de la rendre uniquement accessible aux parents qui interrompent en effet leur activité. On pourrait aussi penser à réduire les durées compensées pour limiter les dépenses liées à cette prestation. Ou enfin, on pourrait également envisager de sortir certaines prestations qui ouvrent actuellement droit à la VPF du périmètre de cette prestation. Par exemple, le complément familial qui a tendance à affilier pendant longtemps les assurés et qui peut de ce fait exclure certaines femmes du marché du travail. Une deuxième ambition serait d'harmoniser ces droits entre les différents régimes, puisqu'une partie de la complexité de ces droits tient, comme l'a dit Martin, à la complexité du système en tant que tel, qui est composé de nombreux régimes qui ont chacun des règles différentes. En matière de pension de réversion, la pension pourrait par exemple être attribuée aux bénéficiaires du PACS ou aux unions libres, donc par exemple les concubins. Excusez-moi, je reprends. Donc en matière de pension de réversion, la priorité pourrait être donnée à la réduction de l'hétérogénéité des règles entre les différents régimes. On voit qu'il y a différents taux de réversion. Le taux dans le régime général est à 54% actuellement, mais dans certains régimes spéciaux, la majorité d'ailleurs, il n'est qu'à 50%.
En matière de majoration de pension pour enfants et de majoration de durée d'assurance, il conviendrait d'abord d'harmoniser les taux de majoration entre les régimes pour l'un et d'harmoniser le nombre de trimestres accordés et leur nature pour d'autres. En effet, certains régimes ne prévoient pas l'attribution de trimestres pour éducation. La principale question serait alors de savoir si ces dispositifs devraient être harmonisés à la hausse ou à la baisse, puisqu'on a vu avec le scénario du GET que ces différences peuvent être vraiment tangibles pour les bénéficiaires. Et selon le scénario retenu, cela pourrait engendrer des gains ou des coûts pour les organismes de sécurité sociale. Une troisième ambition, enfin, serait de mieux s'adapter aux réalités socio-économiques. En matière de pension de réversion, comme je l'ai dit plus tôt, une mesure d'évolution importante, ce serait l'élargissement des droits à la réversion au PACS ou aux concubins pour répondre donc aux évolutions de la conjugalité. La limite de cette évolution, ce serait un coût budgétaire important puisque l'élargissement de ce périmètre engloberait davantage de couples. Et donc ça obligerait éventuellement à penser à la réduction du montant de ces droits. Actuellement, la majoration de pension pour enfants est versée aux hommes et aux femmes qui ont plus de 3 enfants. Et donc un levier pour mieux valoriser la pension des mères de famille, ce serait de réserver l'octroi de cette prestation aux titulaires des MDA. Et selon la conception retenue, cette restriction du périmètre pourrait être soit source d'économie pour les organismes de sécurité sociale, soit augmenter le taux de majoration pour ces publics avec à la clé un effet redistributif. En matière de MDA et face aux difficultés des mères de famille nombreuses, on pourrait également envisager de rendre progressif le nombre de trimestres accordés selon le nombre d'enfants. En effet, en attribuant davantage de trimestres à partir du 3e enfant, qui est là où le taux d'emploi féminin est le plus faible, on pourrait améliorer la compensation des effets de la maternité sur les carrières des femmes. Et puis plus largement, au-delà de ces dispositifs existants, il s'agirait surtout de passer d'une approche de la compensation ex post des effets de l'accueil d'un enfant, qui est actuellement le cas, à une approche qui permettrait une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Et ça pourrait passer notamment par le levier des politiques familiales. On pourrait par exemple envisager une meilleure communication sur le dispositif Prépare afin d'améliorer ce recours aux droits. Plus largement, dans le cadre du SPPE, le service public de la petite enfance, le fait pour les familles de disposer d'un mode de garde pour tous les enfants pourrait également concourir à cette meilleure conciliation qui serait donc vecteur pour les femmes les plus éloignées de l'emploi d'un retour vers le marché du travail. Avec tous ces éléments en tête, Martin, est-ce qu'on ne pourrait pas se reposer la question, est-ce qu'il faut faire évoluer les droits conjugaux et familiaux de retraite ? Eh bien oui, Mona. Nous avons pu constater à quel point la mise en place de ces dispositifs a permis de réduire les écarts de pension entre hommes et femmes, d'une part, et entre couples sans enfants et couples avec enfants, d'autre part. Il n'est donc pas question de remettre en cause leur bien-fondé ou leur existence. Toutefois, les nombreux rapports que tu as évoqués lors de cette présentation font le même constat. En dépit des récentes évolutions de ces droits avec la réforme 2023, ceux-ci peuvent encore s'avérer complexes, inégaux et ne pas prendre en compte l'ensemble de la population. C'est pourquoi un effort de simplification des dispositifs pourrait accroître leur lisibilité et leur acceptation par de nombreux assurés. Une plus grande harmonisation entre les régimes permettrait de réduire certaines injustices et une extension des droits répondant aux évolutions de la société s'inscrirait dans une démarche d'aller vers, qui est le fer de lance des orientations de la sécurité sociale. Au final, la lisibilité des droits, leur objectif de réduction des inégalités et la solidarité dont ils sont vecteurs sont des composantes de la confiance de la population et ils sont surtout consubstantiels à la pérennité de notre système de sécurité sociale. Merci à tous pour votre attention.